On estime à 99% la proportion d'exorcistes japonais, ceux venant d'ailleurs étant alors des exceptions. Et parmi ceux-là, il existe une exception parmi les exceptions. L'homme qui s'est déjà dressé face au plus fort et qui se dresse aujourd'hui face au plus fort de l'histoire. Mais cet homme est loin d'être fou. Il n'envisage le combat que si une victoire est possible. Et s'il est là, c'est bien, car la victoire n'a jamais été aussi proche. À moins que... Bon, qui est vraiment Miguel? Un sort inné venu d'Afrique et le sort inné de la rue qui cache peut-être un secret? Gojo raciste! L'arrivée de renforts inattendus pour quasiment atteindre la victoire? Et bien sûr, enfin l'explication sur la défaite de Gojo Satoru et son retour de plus en plus probable, on parle de tout ça. 領域展開それでいい Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 255 de Jujutsu Kaisen, la bataille du No Man's Land infestée de fléaux de Shinjuku, partie 27. Et sait-on jamais, Gojo qui avait 28 ans, donc peut-être que dès la semaine prochaine on aura un gros indice sur son retour, ou peut-être pas du tout. Dans tous les cas, ce chapitre est véritablement exceptionnel en termes de rythme, de découpage, d'informations qu'on a. Et certains sont peut-être encore une fois lassés du cycle de Sukuna qui défonce et tue tous les nouveaux arrivants. Mais là, il y a des choses à analyser en détail et de toute façon, on parlera de ce cycle dès mardi en vidéo, je vous attends. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker ou disliker cette vidéo, donnez votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ici, on fait des reviews depuis longtemps, traditionnelles de père en fils. Merci aux clients fidèles, on a besoin de vous. Et commençons tout de suite par le recrutement de Miguel entre pragmatisme et amour. Et le chapitre va s'ouvrir sur un Miguel qui n'est pas seul, mais accompagné d'un de ses camarades et ils ont sauvé Wiwi et Kusakabe. Et franchement, je suis désolé, mais je trouve cette page ultra marrante en réalité. Qui pouvait s'attendre à ça? J'ai limite l'impression que c'est une fanfiction. Qui aurait dit que ces deux mecs se retrouveraient contre Sukuna? Vraiment, le multivers existe, les gars. Et fais ce que tu veux de cette information, mais je trouve la rue juste terrifiant. Maintenant qu'on connaît son sort avec ce chapitre, bah il se peint les tétons pour absolument aucune raison. Et ça me fait extrêmement peur. Puis on va directement nous lancer le flashback de l'intégration de Miguel, qui commence par une information capitale, Miguel est chauve. Il rejoint alors la team des chauves badass et surpuissants, le Migato no Shouvui, et voilà, dès le début du chapitre, on a cette énorme révélation qui agrandit le lore de Jujutsu Kaisen. Miguel est chauve. Et bon, je tiens à souligner quand même que je trouve le cadre de la scène assez beau. Dans une grande serre en Afrique sûrement, peut-être au Kenya, et dans tous les cas, on voit le Yuta en plein recrutement RH. Voilà, il cherche les Avengers. Et franchement, je t'aurais bien dit que vu que Yuta a un petit peu voyagé dans le monde, on pourrait l'imaginer chercher d'autres exorcistes à travers le monde surpuissant. Sauf que, bon, normalement, Miguel était une exception. Et je pense sincèrement qu'un exorciste étranger, ça suffit. Parce que si tu me sors un nouveau personnage juste pour qu'il se fasse tuer par Sukuna, oui, c'est pas le meilleur des scénars. Et bon, dès le début de la conversation, Gojo est toujours autant hypé. Miguel ne veut pas affronter quelqu'un de plus fort que Gojo et ça semble tout à fait normal, même si le plan est de compter sur le fait que Sukuna soit extrêmement affaibli après que Gojo soit passé et qu'ils aient juste à le terminer. Là pour Miguel, c'est clair, vaut mieux affronter la créature de Kenjaku, un fléau géant, plutôt qu'affronter Sukuna. Et oui, les plus forts sont bien hypés et j'aime beaucoup cette scène parce que la seule fois où on a vu Miguel, c'est dans un combat un petit peu fou, c'est vrai, affronter Gojo Satoru, le plus fort des exorcistes modernes, donc on pourrait se dire que c'est un taré Miguel, mais non, pas du tout, il est bien plus pragmatique que ce qu'on croit. Et bon, bien sûr, on nous fait bien remarquer que c'est un exorciste étranger, on nous montre qu'il s'est entraîné à parler japonais et que même il a du mal avec le comportement japonais qui s'excuse tout le temps et de partout et un peu trop. Et franchement, de toute manière, vu qu'on nous avait dit que c'était extrêmement rare un exorciste qui venait d'un pays étranger, bah je suis content qu'on le souligne, parce que ça veut dire qu'il reste normalement tout le temps entre japonais. Puis la rue et lui vont commencer à parler seuls. Il y a que moi qui ai envie de l'appeler la street.
ou c'est une idée débile? Bien sûr, ils faisaient eux deux partie de la famille de Geto. Ils voulaient faire de Geto un roi. Et déjà, donc peut-être qu'ils n'aiment pas du tout les humains. En tout cas, ça ne les dérangeait pas qu'ils meurent tous. Enfin bref, dans tous les cas, pour Miguel, il trouve qu'il a payé sa dette envers les exorcistes japonais en entraînant Yuta. Mais la rue lui explique qu'il faut qu'il vienne. Non pas par vengeance pour Geto ou pour récupérer son corps, mais juste en tant que requiem. Une façon d'honorer Geto en se battant à fond. Et je trouve ça super intéressant de voir que, comme ils le diront, normalement les gens partagent un repas, rigolent. Sauf que là, on parle d'exorcistes et peut-être que leur façon d'honorer leur mort, c'est tout simplement d'exorciser leur peine. Mais bon, vu que Miguel a les pieds sur terre, il viendra à deux conditions. Tout d'abord, que Sukuna n'ait pas son extension de territoire parce que sinon, il se fera juste charcuter et surtout, il veut passer après Gojo et après Yuta. Donc c'est déjà génial parce qu'il doit se dire que Gojo aura affaibli Sukuna certes, mais que Yuta en est aussi capable. Et le flashback se terminera sur le fait qu'il demande aussi à la rue de venir avec lui car un ami est jamais de trop. Franchement, je trouve ça génial parce que c'est un personnage qu'on a juste aperçu, qu'on n'a jamais développé, Gege Akutami, et il réussit à nous le rendre vivant juste en un chapitre. Parce que de prime abord, il semble détaché du sort du Japon, de tout le monde, ne veut pas risquer sa vie, mais si c'est pour ses camarades, là c'est différent. De la même manière, sûrement qu'il a affronté Gojo juste pour Geto, car c'était pour Geto. Et bon, tout simplement, ça rend le personnage touchant. Il appartient à un autre groupe d'exorcistes, mais il reste soudé et n'est pas aussi détaché que ça, le Miguel. Voilà, tout simplement, c'est un bon gars, il a gagné mon cœur! Bon, donc, sait-on jamais si ça reviendra sur le tapis, la mort de Nanako et de Mimiko, et qu'il veuille les venger. Enfin bref, tout ça pour dire que s'il est là, ça veut bien dire que les conditions ont été remplies. Et donc, parlons du gros problème de ce chapitre, Gojo raciste! La vraie force de Miguel est le secret de la rue. Donc, Miguel est bien confiant, les conditions sont parfaites. Tel un présent de Gojo, Sukuna n'a plus d'extension de territoire, son sort d'inversion et donc son soin sont réduits, il lui manque deux bras, un cœur blessé et le Miguel est content car la gloire est à portée de main en terminant le roi des fléaux. Et là, c'est juste génial, c'est ça que j'aime dans Jujutsu Kaisen, quand la chorégraphie vient, certes magnifique, mais surtout, ça pète, c'est ça, le rythme du chapitre, là, il va s'accélérer d'un coup. On était en pleine parlotte et directement, tu vas voir un building qui va exploser. Découpé par Sukuna et la rue écrase le cafard roi des fléaux. Là, tu retiens ta respiration, ça tape fort et vite, tout s'enchaîne. Et on va directement avoir l'explication de la capacité de la rue. Oui, je sais que beaucoup de personnes ne savaient même pas comment il s'appelait. Donc ne faites pas comme si Gege Akutami n'avait pas ramené des randoms. Mais bon, donc la technique de la rue se nomme l'attrape-cœur qui crée une main énorme qui attrape la cible que la rue veut. Cette main peut être détruite mais reconstruite tout aussi rapidement. Et en contrepartie, la rue se prend un dixième des dégâts faits sur sa main. Et si elle est pulvérisée, il faut imaginer qu'il se fait pulvériser un dixième de sa main. Bon, tu vas me dire que c'est pas aussi gros que ceux qu'ont subi les exorcistes jusqu'ici, donc ça va, mais ça va très très vite. Et on le verra même utiliser son sort sur lui-même afin de se mouvoir. Une main géante qui va le tirer. Et déjà fait assez intéressant, le nom de cette capacité s'appelle l'attrape-cœur, mais la traduction du japonais littéralement avec les kanji font attrape-âme. Et je vais pas te dire que le sort est lié à l'âme, mais qui sait, vu que Yuki étudiait l'âme et lors du chapitre 136 de Jujutsu Kaisen, on apprend que la rue travaillait désormais avec Yuki. Donc voilà, fais ce que tu veux de cette information. Est-ce qu'il a entraîné un petit peu Yuji? Est-ce qu'il a parlé de Yuki avec Yuji? Je sais pas. Bien sûr, face au roi des fléaux, sa main va être découpée. Il sera à la merci de ce monstre. Mais Miguel va intervenir et c'est là qu'on doit parler de lui. Puisque dès le début, il marque les esprits, il l'esquive avec des mouvements qui ressemblent à de la capoeira, plutôt badass. Et vraiment, Gege Akutami est fort. Son manga, on dirait limite un manga d'arts martiaux. Et c'est peut-être déjà ça, mais regardez-moi les poses. Elles sont tellement classe. Il arrive à te découper l'action et te la rendre magnifique. T'as l'impression qu'il esquive chacune de ses découpes en dansant et c'est beau. Bon après, encore une fois, c'est une dinguerie de voir que tous les personnages de Jujutsu Kaisen se mettent à esquiver les découpes de Sukuna sans le sixième œil et que Gojo n'a pas réussi à esquiver la découpe du monde, mais cette fois on a l'explication à la fin de ce chapitre, on va y venir, mais aussi il faut se rappeler que Gojo a énormément affaibli Sukuna en rendant moins fort ses capacités et peut-être aussi moins rapide. Enfin, les gens se débrouillent beaucoup mieux face à elle. Et Sukuna le remarque bien, ce n'est pas la rue qui est intéressant, mais bien Miguel. Et là on va avoir l'explication de son sort, Akuna Lahana, du swali qui veut littéralement dire sans malédiction. Et bon, pour la petite histoire, c'est une référence à la danse des guerriers Maasai pour se mouvoir rapidement traditionnellement. Voilà, les jeunes guerriers font ça pour se battre et chasser. Et bon, là, c'est un petit peu la même, puisque son sort fait sortir un rythme de son corps
Imagine l'OST de folie qu'il y aura quand il se battra. Un bon gros rythme qui va taper. Et toujours bon de vous le rappeler, ne vous faites pas avoir par ces escrocs de TikTok. Normalement, la musique d'Akari, ce sera pas un truc hyper badass, hyper rythmé et tout. Non, normalement, ce sera une OST de shoujo. Et c'est ça qui dénote avec le personnage qui est complètement zinzin. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Mais bon, TikTok essaye de te faire croire autre chose. Enfin bref, le rythme de Miguel booste ses capacités physiques et peut aussi les baisser. Et personnellement, moi, cette case assez iconique donc de Miguel me fait penser à Mohamed Ali. Franchement, c'était le GOAT. Je me demande s'il n'avait pas de l'énergie occulte parce que ses mouvements n'étaient pas humains. Just have a little dance like we're boxing and just for 1 second, I have to time it. And for 1 second. Et personnellement, j'aime bien ce qu'a fait Gege Akutami avec le personnage de Miguel. Il est pas non plus trop cliché dans ses capacités, mais il y a d'énormes références à l'Afrique. Et moi aussi, j'aimerais bien maîtriser l'art de mon peuple, sauf qu'il faut sauter des arbres et tout. Mais je trouve ça génial qu'il soit véritablement bien caractérisé. Et là, on va être véritablement hypé, c'est que Gojo le dira en flashback. Ce n'est pas que son sort est impressionnant. Loin de là, ce qui fait la différence, c'est que 99% des exorcistes sont japonais, et bien sûr se renforcent physiquement avec l'énergie occulte. Sauf que Miguel n'est pas japonais, il a plus de fibres musculaires, une plus grande densité osseuse, il est plus fort physiquement de base, et donc avec le renforcement à l'énergie occulte, c'est juste monstrueux. Ça tombe bien puisqu'on a l'exemple parfait juste à côté, un Yuta qui est juste une brindille, mais avec l'énergie occulte est extrêmement fort physiquement, alors que Miguel a le corps et l'énergie. Bon, et c'est là qu'en gros Gojo Satoru, le plus fort exorciste, va être accusé de racisme. Tu l'as dit, t'es raciste. Oui, je suis raciste. Car en gros, il a dit que Miguel est fort car les Africains sont plus forts physiquement. Dans tous les cas, Gojo va s'excuser direct. Mais on la fait pas nous, on se souvient du crime de haine dans Jujutsu Kaisen 0. C'était pas un combat ça, c'était motivé par autre chose. Kyoshiki, Murasaki. Oui. Hein? T'es raciste. T'as un problème avec Mohamed? Mais non, pas. Moi je l'ai senti, Gojo était à 2 doigts de demander à Miguel s'il était Miguel car il était noir ou s'il était noir car il était Miguel. Et ça, ce serait pas passé. Quoi qu'il en soit, Miguel le dira, s'il est spécial ce n'est pas parce qu'il est noir, mais c'est parce qu'il est lui. Et je suis désolé, ça me fume que Gege Akutami, même dans la tombe, ne laisse pas Gojo tranquille. Il l'accuse de racisme. Sa haine envers Gojo ne s'arrêtera jamais. Quoi qu'il en soit, Gojo le dira, s'il n'utilise pas de technique, s'il n'a pas le bleu sur ses points probablement, donc Miguel est plus fort que lui sur une courte période. Bon, et c'est normal que c'est différent sur le long terme puisqu'il ne perd quasiment aucune énergie occulte. Mais donc là, il faut estimer que Miguel représente la surpuissance momentanée avec un sort qui améliore ses capacités en plus, ce qui va carrément choquer Sukuna. Et dans un beau mouvement gracieux, comme toujours avec Miguel, maintenant on le sait, d'un coup il va le lâcher sur le roi des fléaux. Le grand Ryomen Sukuna a désormais ressenti la puissance de l'exorciste venu d'Afrique et c'est fou de se dire que c'est peut-être la première fois qu'il croise un Africain même, vu que lui à son époque... Enfin bref, et entamons la partie la plus intéressante du chapitre, c'est pour ça que je te dis qu'il est bon, parce que ça c'était juste une mise en bouche. Yuji et Maki, les GOATs sont là, presque à la victoire. Ils vont donc arriver d'un coup, c'est monstrueux! Et c'est ça qui me manquait personnellement dans le dernier combat avec Kusakabe. Juste le côté Battle Royale, tout le monde se lance face au boss et donne son maximum et accomplit surtout quelque chose de mémorable. Ça c'est une vraie ambiance, c'est ça qui crée ce chapitre excellent. Ouais, on va pas se mentir, Miguel et Larue, c'est pas les personnages les plus hypants de Jujutsu Kaisen. On savait même limite pas qui c'était avant. Mais là dans la mêlée, c'est juste magnifique. Suite au coup de Miguel, on voit Shozo en mode sniper. Et même si le roi des fléaux va esquiver, j'aime trop la petite ombre, voilà, il se cache dans un coin, c'est juste génial. Et surtout, peut-être qu'il ne servait qu'à faire diversion pour l'arrivée de son frère, puisque la vitre du toit va éclater, et c'est l'arrivée de Yuji. D'en haut, il va écraser violemment Sukuna. Tu connais la puissance de Yuji, avec la hauteur, il va mettre à genoux le roi des fléaux. Et ça, c'est bon! Au passage, toujours la haine classique envers Yuji, avec un Sukuna qui se fait taper de tous les côtés, mais qui prend quand même le temps de dire « Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es encore là ?» Il est vraiment mauvais, hein. La haine, la méchanceté gratuite face à Yuji. Je vis pour ces moments-là. Il ne cache jamais sa déception.
Et ce qui est encore plus fou, c'est que peut-être même le coup de Yuji était une diversion, puisqu'une troisième attaque va arriver par surprise, avec tout simplement un des deux derniers bras de Sukuna qui va voler. Et c'est ça qui est génial avec la chorégraphie de Jujutsu Kaisen, ça marche extrêmement bien, c'est surprenant, on voit pas le coup de Maki, on voit juste directement le bras de Sukuna s'envoler, et après on nous la montre. Ça fait que nous, on était choqués avec Sukuna aussi, je me demandais mais qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait? Il lui manque pas un truc? Et bon, Maki qui lui découpe un bras, ça c'est beau, c'est un véritable assassin avec un grand sourire, elle est monstrueuse, une véritable reine, niveau Toji, là les attaques en traître, réellement. Et c'est génial de voir que sa restriction, elle est pas juste utilisée pour sa force physique, mais elle se bat réellement avec le fait qu'elle est parfaitement invisible, sans énergie occulte, et donc attaque par surprise. Et même le grand Ryomen Sukuna est choqué, elle est revenue après un éclair noir. Vraiment, prenons le temps de se rendre compte que Maki, à chaque fois, apporter des coups décisifs. Augmentez ses stats sur FIFA, s'il vous plaît. Alors qu'il ne reste plus qu'un bras fonctionnel au roi des fléaux, que ses capacités sont en baisse, qu'il est blessé de partout, et même si on le sait très bien, Uraume le dira, il se retient encore. Ça me fume parce qu'après cet enchaînement de personnages qui se sont ramenés dans le combat, je me dis que Kusakabe quand même, il est parti parce qu'il croyait qu'il y avait plus personne pour se battre, alors que t'as quand même 5 mecs qui sont arrivés, ils étaient où? Ils se cachaient dans une voiture, comme ça. Allez, on y va. Enfin bref, dans tous les cas, c'est à ce moment-là que t'as cette page haletante, où Yuji nous fait face littéralement. Encore une fois, Gege Akutami, il arrive à ralentir le rythme de son récit, alors que les précédentes cases étaient des cases ultra dynamiques de formes différentes avec des actions dans tous les sens. Là, on a juste un Yuji central, ce qui fait que ça repose l'action. La mise en page avec juste des formes de rectangles classiques, voilà, ralentit le tout. Tout ça pour ce moment décisif où Yuji se dit qu'ils y sont. Ça va passer. Ils vont pouvoir gagner. Mais malheureusement, c'est tout en bas qu'on voit de légers éclairs apparaître. Et la rue, dans la page suivante, se fait one-shot gratuitement. Et c'est tellement marrant. Franchement, pourquoi la rue? Le mec était là, c'était le plus faible, il a visé le plus faible directement. Il n'était même pas dans le combat. Et ça y est, ça fait qu'encore une fois, nous sommes dans le cycle de Sukuna, un nouveau personnage qui a été introduit juste pour qu'on nous le redéfonce à la fin de ce chapitre. Moi, j'ai trouvé le chapitre excellent pour la mise en scène et compagnie, mais je comprends que ça puisse saouler, c'est pour ça qu'on en parle. Donc, dès la semaine prochaine, mardi, soyez au rendez-vous. Et voilà, second éclair noir du roi des fléaux, et le narrateur nous dira que Gojo a récupéré ses capacités de soins, son sort d'inversion, après son deuxième éclair noir. Donc, là, ça sent extrêmement mauvais. Est-ce qu'on part sur un retour de l'extension de territoire qui va faire une véritable boucherie? Est-ce qu'on part sur un retour de ses capacités de soins? Des sorts qui vont donc maintenant revenir au maximum et qui peuvent one-shot Yuta d'après lui. La situation semble désespérée. Et bon, notre prochain point, c'est de parler justement de Gojo. Une possible solution, puisque lors de ce chapitre, on aura découvert comment Sukuna a battu Gojo, et bien sûr, il faut qu'on parle du retour du plus fort. Vu qu'on nous le remontre lors de ce chapitre, grâce au sixième œil, Gojo Satoru a compris le sort de Miguel sans même avoir d'explication sur celui-ci. C'est vrai qu'il y avait juste un énorme mystère sur ce qui était arrivé sur Gojo. On s'était arrêté sur un Sukuna à qui il manquait un bras, qui était explosé, littéralement, qui n'avait plus Makora et un Gojo à 100% quasiment de ses capacités. Et là, lors de ce chapitre, on découvre que Sukuna a réalisé un serment qui lui a tout simplement permis d'utiliser une fois son sort de découpe du monde juste avec un seul bras. Et en échange, désormais, pour utiliser cette capacité, il lui faut un champ, il faut qu'il joigne ses deux mains pour faire un mudra, et il doit même utiliser une main pour montrer la direction de son attaque. Et déjà, enfin, merci de l'explication, parce que c'est vrai que c'était un peu gros de voir d'autres personnages esquiver cette capacité, alors que Gojo Satoru ne l'avait pas fait. On s'imaginait quand même que Sukuna était en train de chanter et que Gojo, il est resté là à ne rien faire. Non, pas du tout. Il y a eu un serment, et donc ça a changé les capacités de Sukuna à tout jamais. Il a accepté d'avoir un nerf sur sa capacité jusqu'à la fin de sa vie pour vaincre Gojo Satoru. Je sais pas si tu te rends compte, une de ses capacités, peut-être sa capacité la plus puissante, il a décidé de la rendre plus contraignante pour vaincre le Gojo. Donc me dis pas que c'était du beurre ou je sais pas quoi. Donc Gojo a vraiment fait le boulot. Carrément, grâce à Gojo, Kusakabe peut esquiver la découpe du monde. Mais dans tous les cas, ça nous montre encore une chose. Un serment a pu changer complètement la donne alors que Gojo était sur la victoire. On l'annonçait très clairement comme le grand gagnant. Donc, sait-on jamais si Gojo, bien sûr, c'était la grosse théorie de ma vidéo sur le retour de Gojo, a fait lui-même un serment.
Donc si vous êtes peu convaincu du retour de Gojo, et justement j'ai fait cette vidéo pour ça, même pour expliquer pourquoi il devrait revenir, pas juste pour affronter Sukuna, mais ça aurait bien plus de sens au niveau de l'histoire, bah n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où il y a bien plus de détails et d'indices qui sont quand même très gros, Mais bon, en plus, là, la théorie comme quoi il aurait peut-être sacrifié son œil gauche pour rester en vie devient de plus en plus grosse, surtout que là, on a eu une des illustrations qui se trouvera dans le tome 26 de Jujutsu Kaisen, qui est étrangement un œil de Gojo Satoru énormément ouvert. Et certains ont fait un petit montage, ça correspondrait parfaitement avec un réveil de Gojo. En plus, Gege Akutami a fait la même chose avec un dessin de Sukuna. On le voyait avec un grand sourire, une genre de page similaire. Est-ce que ça veut dire que les deux vont encore une fois se rencontrer? Est-ce qu'on va avoir le second round? La grande question, c'est surtout, est-ce que les serveurs de Twitter résisteraient à ça? Ou c'est peut-être juste pour nous teaser une scène qu'il y aura en plus dans le tome où on verra Gojo se faire découper. Oui, bien sûr, mais ici, on est là pour le cinéma, on est là pour la hype, nous, on veut en voir plus. Enfin bref, pour moi, encore une fois, il est sûr qu'il reviendra, sûrement face à la créature de Kenjaku, parce que ça porte une énorme symbolique avec le 6e œil. Voilà, tout simplement pour battre Sukuna, parce que ça devient extrêmement compliqué. Nous commençons à être à court d'idées. Est-ce que Yuta va venir avec sa bague, soigner et copier la technique de Miguel et se mettre à danser avec lui? Avec un Sukuna qui va rien comprendre à ce qui se passe? Ou peut-être que tout simplement, il faudra en venir à la dernière phase du plan, que Yuji lance un rayon noir sur les testicules du roi des fléaux. Bon, je pense qu'il est temps d'arrêter cette vidéo, et globalement, le chapitre 255 de Jujutsu Kaisen est un dernier espoir. Ceux qu'on attendait le moins ont fait face au roi des fléaux, et l'exorciste venu d'Afrique n'a pas déçu, dansant littéralement sur le champ de bataille en montrant une force physique surprenante. Celui qui a affronté le plus grand fait son effet, mais surtout, il n'est pas seul. Que ce soit Shozo Yuji ou bien même la surprenante assassin Maki, chacun continue d'apporter sa pierre à l'édifice pour défaire le grand Ryomen Sukuna. Et alors qu'il se trouve à la merci de tous, dos au mur, il est encore une fois choisi par le rayon noir. Et si il retrouve ses capacités, le combat face au plus fort de l'histoire risque de prendre une toute autre tournure. My best